Bonsoir. Certains démocrates affirment qu'il est peu probable que l'ancien président Trump soit condamné, mais d'autres veulent tout de même que le procès de mise en accusation ait lieu. L'avocat qui défendra Trump affirme quant à lui que les faits et la loi parleront d'eux-mêmes. L'avocat qui défendra l'ancien président Trump lors du procès de mise en accusation le mois prochain dit ne pas se soucier de ce que pensent les autres. Butch Bowers a déclaré au Washington Post « C'est ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est le droit dans la Constitution qui prime ». En attendant, les sénateurs réalisent que le procès ne conduira probablement pas à une condamnation. Le vote sur la motion du sénateur Paul a complètement clarifié le fait que nous n'allons pas approcher les 67 votes. 45 sénateurs républicains ont en effet voté mardi pour dire qu'ils estiment que la mise en accusation est anticonstitutionnelle. Selon eux, faire un procès pour mise en accusation d'un ancien président est inconstitutionnel, ce qui indique clairement qu'il s'agira d'une tâche difficile. Les démocrates auraient besoin de 17 républicains pour voter en faveur de la condamnation de Trump. Le sénateur Tim Kaine veut éviter ce procès qui, selon lui, est voué à l'échec. En faisant cela, non seulement nous ne serions pas à la hauteur, mais nous perdrons du temps que nous pourrions consacrer à la lutte contre le Covid qui est le plus urgent en ce moment. Il propose une approche différente sous forme de censure. Ce dont parle le sénateur Kaine est une motion de censure qui comporterait aussi des éléments du 14e amendement qui conduiraient à la révocation d'un mandat dans le futur. Cela m'intrigue et c'est quelque chose que je suis prêt à examiner. D'autres sénateurs se sont montrés intéressés par la proposition, notamment Lisa Murkowski et Bob Menendez, mais le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, insiste sur la tenue d'un procès et le sénateur Dick Durbin dit qu'il y a beaucoup de preuves pour un procès complet, mais il y a une forte opposition parmi les républicains. Pour le sénateur Marco Rubio, le pays doit aller de l'avant. Selon lui, il y a des questions plus importantes comme le soutien aux Américains et à l'économie pendant la pandémie. C'est ce sur quoi nous devrions nous concentrer plutôt que de jouer à ce genre de jeu. Parmi ceux qui ont voté contre le procès de mise en accusation, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, n'a pas dit comment il voterait lorsque le procès aura lieu et il semble même esquiver la question, selon le Washington Examiner. Plusieurs États mettent en garde le président Biden contre tout abus de pouvoir. Ils disent que s'il le fait, ils ne pourront que contester. 6 procureurs généraux d'État ont mis en garde l'administration Biden mercredi. Ils affirment que bien qu'ils soient prêts à aider la nouvelle administration, ils engageront des poursuites si celle-ci fait quoi que ce soit d'anticonstitutionnel ou si elle outrepasse son autorité. Cet avertissement tombe alors que Biden a déjà émis une série de décrets depuis son entrée en fonction. Certains de ces décrets sont minutieusement passés à la loupe. Par exemple, le décret de Biden sur la discrimination fondée sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Pour ceux qui sont convaincus que les gens sont soit des hommes, soit des femmes, ce décret pourrait menacer leur liberté d'exercer leurs croyances. Les procureurs généraux ont écrit « Le président ne peut pas faire des entorses à la Constitution ou se soustraire aux restrictions légales sans faire inévitablement plus de mal que de bien à notre pays. Les fondements de notre République et de la vie américaine sont ancrés dans la formulation soigneusement élaborée de notre Constitution. » L'administration Biden a déjà été confrontée à plusieurs contestations judiciaires concernant ses actions exécutives. Un juge du Texas a bloqué le décret de Biden sur le moratoire lié à l'expulsion de certains immigrants. Et mercredi, un groupe d'entrepreneurs a contesté le décret de Biden sur l'arrêt de l'exploitation du pétrole et du gaz sur les terres et dans les eaux fédérales. Il n'est pas rare de voir des recours en justice contre les décrets présidentiels. Les députés démocrates ont souvent poursuivi l'administration Trump pour ces actions. Selon un site web qui a suivi les procès, ils ont poursuivi l'administration Trump 157 fois. Les procureurs qui ont lancé l'avertissement sont originaires de la Virginie, de l'Arkansas, de l'Indiana, du Mississippi, du Montana et du Texas, et ils disent le faire pour les citoyens. La présidente du comité national républicain dit qu'elle est en train de changer ses priorités. Son objectif ? Dénoncer la Maison-Blanche et demander des comptes aux démocrates. Ronna McDaniel a annoncé les nouvelles orientations sur Fox News. Elle déclare que l'organisation va répondre aux politiques de Biden en temps réel et exposer les divergences entre les actions de Biden et ce qu'il a promis pendant la campagne. Selon elle, cette stratégie aidera les républicains à reconquérir la Chambre et le Sénat lors des élections de mi-mandat. Elle ajoute qu'elle pense qu'il y a déjà des arguments à faire valoir, en regardant le record de 28 décrets déjà signés par Biden quelques jours à peine après sa présidence. McDaniel a particulièrement souligné les commentaires et les politiques contradictoires de Biden envers le secteur de l'énergie. Facebook accueille une nouvelle recrue. Roy Austin, ancien responsable dans l'administration Obama, occupera le poste de vice-président des droits civiques et d'avocat en chef adjoint de la société.
Hormis sa nouvelle fonction au sein de Facebook, Austin est aussi un vétéran de l'administration Obama et un membre de l'équipe de transition du président Biden. Avant cela, il a été procureur pour les droits civiques et superviseur du ministère de la Justice. Dans un communiqué, Austin a déclaré qu'il était enthousiaste à l'idée de rejoindre la société de médias numériques au milieu de ce qu'il a appelé un réveil national et mondial autour des droits du citoyen. Il a ajouté que la technologie devrait être utilisée pour, je cite, surmonter la discrimination et la haine historique auxquels tant de groupes sous-représentés ont été confrontés plutôt que de les exacerber. Cependant, ses commentaires et les éléments positifs dont il a fait preuve par le passé ont soulevé des questions liées à la partialité politique dans le domaine de la grande technologie. Dans cette période où un certain nombre de médias sociaux sont accusés de modérer inégalement le contenu des utilisateurs. Les missions spécifiques d'Austin au sein de Facebook n'ont pas été clairement présentées, bien que cette nomination souligne clairement la proximité entre Facebook et l'administration Biden. Un certain nombre d'anciens décideurs de Facebook ont servi ou conseillé l'administration Biden. YouTube a confirmé cette semaine que la chaîne de l'ancien président Trump restera suspendue. Cela prolonge la suspension du 12 janvier sur le téléchargement de nouveaux contenus. YouTube avait annoncé qu'il suspendait la chaîne de Trump pour au moins une semaine. La plateforme a affirmé qu'elle pourrait être utilisée pour inciter à la violence suite aux émeutes au Capitole américain au début du mois. On ne sait pas combien de temps la chaîne restera suspendue. Elle compte presque 3 millions d'abonnés. La dernière vidéo mise en ligne par Trump date du 12 janvier, lorsque l'ancien président a remercié les forces de l'ordre à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les commentaires des internautes semblent être désactivés pour toutes les vidéos de Trump. D'autres plateformes comme Facebook, Twitter et Twitch ont aussi suspendu les comptes de Trump suite à l'assaut du Capitole. Le président Biden a signé mercredi 2 nouveaux décrets visant à démanteler les politiques de santé de l'administration Trump. À son 8e jour de mandat, Biden a signé 2 autres décrets avec Kamala Harris à ses côtés. Un décompte montre que le nombre total de décrets s'élève maintenant à 33. L'un des 2 nouveaux décrets vise à renforcer le Medicaid et la loi sur les soins accessibles, également connue sous le nom de Obamacare. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le point de signer 2 décrets pour réparer les dégâts causés par Trump. Il n'y a rien de nouveau que nous faisons ici, à part rétablir la loi sur les soins accessibles et restaurer le Medicaid tel qu'il était avant que Trump ne devienne président. Le nouveau décret établit une période d'inscription en ligne pour la couverture d'assurance maladie. Les Américains ont entre le 15 février et le 15 mai pour s'inscrire. Biden a également présenté son 2e décret, mais d'une façon peu compréhensible. Changer aussi ce que le président a fait, les réformes que le président a fait. Et le mémorandum inverse l'attaque de mes prédécesseurs sur l'accès des femmes à la santé. Le président a déclaré que cette mesure protégera la santé des femmes dans le pays et à l'étranger. Il a également publié un mémorandum pour annuler la politique de Mexico, parfois qualifiée de règle du bâillon mondial par ses détracteurs. Cette loi empêche le financement des ONG internationales qui pratiquent des avortements avec l'argent des Américains. Au cours de sa première semaine, Biden a battu les records en termes de nombre de décrets signés. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Ronald Klein, a répondu à la critique en disant qu'il s'agissait, je cite, de réparer ce que Trump avait brisé dans le pouvoir exécutif, et il a déclaré que les actions étaient raisonnables. Lors de sa campagne en octobre et dans une émission où il répondait aux questions des électeurs, Biden avait pourtant dénoncé le recours excessif aux décrets. J'ai cette sensation étrange. Nous sommes une démocratie. Certains de mes amis républicains et démocrates disent même parfois « Eh bien, si vous ne pouvez pas obtenir les votes, grâce à un décret, vous allez faire quelque chose. Des choses que vous ne pouvez pas faire par décret, à moins d'être un dictateur. Nous sommes une démocratie. Nous avons besoin d'un consensus. » Les journalistes et les caméras ont été priés de partir immédiatement après la signature des décrets par Biden, qui a brièvement répondu à seulement 2 questions. Un groupe représentant les producteurs de combustibles fossiles sur les terres fédérales poursuit le président Biden, affirmant que ce dernier outrepasse son pouvoir avec un décret qui empêche l'octroi de nouvelles concessions pour l'extraction du pétrole et du gaz. La Western Energy Alliance a intenté une action en justice devant le tribunal de district du Wyoming contre le président Biden et le secrétaire aux affaires intérieures par intérim en réaction au décret de Biden qui suspend les nouvelles concessions pour l'extraction du pétrole et du gaz. Kathleen Sgamma, la présidente du groupe, expose ses arguments.
Ce décret n'est pas légal, il n'a pas le pouvoir d'arrêter les concessions. Le Congrès a mandaté par le biais de la loi sur le leasing minier que la vente trimestrielle de bail doit avoir lieu dans le Wyoming, le Nouveau-Mexique et d'autres États ayant des intérêts dans le pétrole et le gaz naturel. Donc il met en péril les emplois et les moyens de subsistance des régions de l'Ouest. Le décret ne suspend pas seulement les nouveaux contrats, mais il prévoit aussi le réexamen des contrats existants. Selon SGAMA, les parcelles de terre sont un problème complexe dans l'Ouest, car il pourrait y avoir des terres fédérales juste à côté de terres d'État, ou même de terres tribales. Elle ajoute que l'ordonnance retardera les projets existants, car il arrive qu'un puits horizontal de pétrole ou de gaz se retrouve sur des terres fédérales qui ne peuvent pas être louées. SGAMA souligne l'impact économique de ce décret. Avec ce décret, il met en péril 58 700 emplois pour chaque année de son mandat. Au total, il va tuer 33,5 milliards de dollars d'opportunités économiques dans l'Ouest et retirer 8 milliards de dollars des budgets des États. Pour la Maison-Blanche, le décret est une tentative de s'attaquer à la crise climatique. En 2017, environ 60% de la production énergétique nationale provenait du pétrole et du gaz naturel. Pour SGAMA, même si nous arrêtons d'extraire des combustibles fossiles, les gens devront continuer à conduire leur voiture et à chauffer leur maison. Pour ce qui concerne le climat, elle affirme qu'il est préférable de produire sa propre énergie de manière responsable plutôt que de l'importer. Si nous ne la produisons pas ici en Amérique, nous devons l'importer de l'étranger. Et nous la produisons certainement déjà d'une manière plus respectueuse de l'environnement que la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, d'autres pays qui, vous savez, n'ont tout simplement pas les normes strictes que nous appliquons ici. Le moment décisif du procès approche. Biden n'a pas encore rompu de bail, mais dès qu'il le fera, dit SGAMA, c'est là qu'elle fera tomber le marteau juridique. Hormis la plainte des producteurs du secteur de l'énergie, 4 représentants démocrates pressent aussi le président de faire marche arrière. Les députés démocrates du Texas, Vicente González, Henry Cuellar, Lizzie Pannill Fletcher et Mark Visey, demandent à Biden d'annuler son décret sur la suspension des concessions d'extraction de ressources énergétiques. Les législateurs affirment que son plan éliminerait des emplois, réduirait la production économique et nuirait à la population, ajoutant qu'il affaiblirait la sécurité nationale des États-Unis. La construction du mur à la frontière a officiellement cessé. Et cela a un coût. Selon un fonctionnaire des douanes et de la protection des frontières, cette interruption des travaux va coûter des milliards de dollars. Environ 270 000 tonnes de clôtures en poteaux d'acier ont déjà été fabriquées, mais elles ne seront plus utilisées en raison du décret de Biden qui stoppe les constructions à la frontière. C'est l'estimation de Mark Morgan, l'ancien commissaire des douanes et de la protection des frontières américaines. En outre, selon Morgan, environ 5 000 travailleurs vont perdre leur emploi, à moins que le gouvernement Biden n'élabore un plan pour sauver ces emplois. Et le gouvernement fédéral pourrait être tenu de verser des fonds considérables pour rembourser ces contrats s'ils ne sont pas achevés. Le décret de Biden sur l'arrêt de la construction du mur frontalier laisse près de 500 km en suspens alors que l'ensemble de la construction a déjà été financé. Dans le secteur de Laredo, 1,4 milliard de dollars sont déjà consacrés à la construction de plus de 100 km de murs. Selon un agent de la patrouille des frontières travaillant dans le secteur, c'est là que se joue la contrebande. Donc, en général, la traversée se fait en attendant ou en traversant la rivière à la nage. Sur ces 200 km, nous avons juste une vieille barrière d'1,5 km. Nous n'avons aucune infrastructure de mur frontalier. Il s'agit donc littéralement de traverser la rivière et d'atteindre la rive du côté américain. Et ensuite, c'est la fuite. Un responsable de la patrouille frontalière a déclaré à NTD que les coûts d'interruption sont estimés à des milliards de dollars et il travaille maintenant avec les agences fédérales pour développer un plan soit de reprise, de modification ou d'interruption du projet. Dans son décret, Biden a laissé aux agences 60 jours pour élaborer un plan de réaffectation des fonds consacrés au mur. L'ancien président Trump a rencontré le leader de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, en Floride. Ils ont discuté des futurs projets du Parti républicain.
L'équipe de l'ancien président Trump a publié une photo de lui et du leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy en Floride. L'équipe du comité de Trump Save America a déclaré que les deux hommes avaient eu une très bonne et cordiale réunion à la résidence de Trump à Mar-a-Lago, Palm Beach. Les deux hommes ont discuté d'un certain nombre de sujets, mais la priorité absolue était de reprendre le Congrès aux élections de mi-mandat de 2022. Ils n'ont pas précisé quel candidat ils entendaient promouvoir. Le communiqué indique que la popularité de Trump n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui et son soutien signifie peut-être plus que tout autre soutien. Trump va maintenant œuvrer avec McCarthy en vue des élections de 2022 et lors d'une apparition sur Fox News, l'ancien directeur de campagne de Trump a déclaré que Trump serait impliqué dans les primaires contre les 10 républicains qui ont voté pour le mettre en accusation. Une commission du Congrès a tenu jeudi une audition sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Des experts spécialistes de la Chine y ont été interrogés sur une question des plus inattendues. Une commission chargée des relations entre les États-Unis et la Chine a tenu une audition jeudi. Une responsable a évoqué l'étendue du pouvoir sans précédent du leader chinois Xi Jinping et a posé une question épineuse. Que se passera-t-il si Xi vient à mourir? Cleveland est la présidente de la commission d'examen des liens entre les États-Unis et la Chine. Cette réunion sert à évaluer les relations actuelles entre les États-Unis et la Chine, les objectifs du Parti communiste chinois et leurs implications pour les États-Unis. Selon une experte, le président chinois a beau être considéré comme le chef suprême du pays, il a encore des adversaires. Je pense que si nous devions envisager, comme vous l'avez dit, sa disparition, nous assisterions à une lutte de pouvoir dans le pays. Selon un autre expert, le défi pour les États-Unis est de mettre en place une stratégie qui gère deux mondes possibles. Le premier étant celui où la Chine continue à se développer très rapidement. Il y a un monde où elle accroît ses capacités militaires et son poids économique dans toute l'Asie et le reste du monde. Mais il y a aussi un monde dans lequel je pense que nous pourrions tous imaginer une véritable crise politique au cours de la prochaine décennie entraînant la dissolution de l'État chinois. Cooper affirme que les deux thèses sont possibles, mais il pense que le débat sur la Chine aux États-Unis suppose souvent le premier cas. Ils partent du principe que 40 ans d'incroyables succès économiques chinois vont se poursuivre sans que l'on envisage une autre possibilité. Et il pense que cela constitue un risque. Le plus grand risque, de mon point de vue, est que les pays de la région commencent à y croire et à penser qu'ils peuvent faire de gros paris sur la Chine et que ce sont des paris sans risque. Il ajoute que c'est le travail des États-Unis de montrer que même si les démocraties ne sont pas parfaites, dans les périodes difficiles, les démocraties peuvent gérer les transitions de pouvoir. Selon lui, il est difficile d'imaginer que la même chose puisse arriver en Chine si Xi se retire. D'autres experts présents à l'audition ont déclaré que la Chine continue de défier les États-Unis sur de multiples fronts. Ils recommandent que les États-Unis continuent à prendre des contre-mesures fortes contre le régime chinois. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.